Place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bienvenue et bonjour Marion Maréchal. Vous êtes la tête de liste Reconquête européenne et également vice-présidente exécutive du parti. Le président de la République va donc tenir conférence de presse ce soir. Est-ce que vous pouvez être encore surprise par une telle prise de parole et sur quel domaine, en quel sujet? Sincèrement, je n'en attends rien. Voilà, ça fait 7 ans que ce président est à la tête du pays. Nous avons vu différents gouvernements. Si j'avais dû attendre quelque chose, c'était au moment du remaniement, éventuellement. Sauf que ce que je constate, pour ne prendre qu'un des exemples, c'est qu'au moment même où étaient sortis les chiffres de l'insécurité qui démontraient que depuis 2016, donc depuis l'arrivée quasiment d'Emmanuel Macron au pouvoir, nous avions une explosion de la violence et de la criminalité dans notre pays. Je rappelle quand même plus 140% de violences sexuelles, plus 31% d'homicides, plus 68% de coups et blessures volontaires. Eh bien, le lendemain de ces chiffres qui ont été d'ailleurs totalement occultés par le remaniement, sont reconduits à leur poste à la fois Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et M. Dupond-Moretti, ministre de la Justice, qui sont tous les deux co-responsables du fait de leur inaction ou de leur mauvais choix de cette situation. Donc quand on voit cela, on pourrait d'ailleurs dérouler, quand je vois qu'il nomme par exemple M. Séjourné, qui n'a aucune expérience en matière diplomatique, et qui s'est déjà illustré d'ailleurs ces derniers jours de manière étonnante à un poste aussi important que le ministère des Affaires étrangères, et qui est un homme qui a pris position au Parlement européen pour un État fédéral européen. Quand on voit qu'on nous explique que la grande cause nationale, c'est l'éducation nationale, et qu'on nomme à ce poste une fois de plus une femme qui n'a pas d'expérience en la matière et qui aussi et surtout est en charge des sports et des JO, qui sont quand même un grand sujet. Quand je vois tout cela, comment pouvez-vous imaginer que je puisse attendre quelque chose de cette conférence de presse? Aucun changement, vous n'attendez aucun moment de vérité, pas de précision sur un cap, un tournant, une ligne, une vision? Non, le problème d'ailleurs avec ce président de la République, c'est qu'il n'a pas de vision. Il en a fait la démonstration une fois de plus à de maintes reprises sur des sujets stratégiques, fondateurs. On en a beaucoup parlé. La question du nucléaire est probablement l'une des plus édifiantes. On réduit d'abord, puis finalement on réinvestit. Il nous a fait perdre 15 ans avec cette histoire, et nous le payons tous les jours. Après avoir finalement changé justement de cap et de direction. Donc moi, je n'en attends plus rien. Je vous le dis, je pense que nous allons subir ce mandat jusqu'à la fin, cette espèce de fin de règne. Maintenant, le seul espoir que j'ai, c'est les prochaines européennes qui ont lieu dans 5 mois. Alors, tout le monde veut enjamber ces élections et pense déjà aux élections présidentielles. On fait des sondages. Mais certainement qu'il en parlera. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le prochain grand rendez-vous, c'est celui des européennes, qui va avoir un enjeu qui va être central pour les Français dans leur quotidien. Et donc, c'est là où portent mes espoirs. Je vais y venir évidemment en détail. Le président de la République s'exprime ce soir, Marion Maréchal, dans un contexte aussi de première polémique pour sa ministre. Vous en avez parlé de l'éducation, Amélie Oudéa-Castéra, qui va se rendre aujourd'hui dans l'école dont elle a parlé par rapport à ses enfants et sa progéniture. Justement, la polémique ne retombe pas. Est-ce que pour vous, c'est une polémique justifiée ou bien hypocrite à s'offusquer comme ça que les ministres mettent leurs enfants dans le privé? Je pense que c'est une polémique qui révèle la colère des Français. C'est-à-dire qu'ils ont quand même le sentiment que depuis des années maintenant, les ministres, parce que disons-le, tous les ministres de l'Éducation nationale en particulier ces dernières années, ont tous leurs enfants dans les écoles privées. Donc ils ont le sentiment... Presque tous, je ne sais pas, on ne les a pas passés en revue. Légitime. Vous-même, vous avez eu... Non, mais moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais la grande différence avec ces ministres, c'est que là, on a quand même des ministres qui, depuis des années, mettent en place des politiques, ou en tout cas ne font rien pour contrer la faillite de l'éducation nationale, et préservent leurs enfants et leur progéniture de toutes les politiques qu'ils mettent en place ou qu'ils ne mettent pas en place, en l'occurrence. Donc il y a quand même une forme d'hypocrisie et de colère à l'égard des Français, et eux ont les moyens de le faire. Ils choisissent des établissements qui sont les plus élitistes de France. On parle de Stanislas, on parle de l'école alsacienne pour d'autres. C'était le cas pour Papendiaï qui avait mis ses enfants à l'école alsacienne, donc qui sont l'archétype des écoles méritocratiques, élitistes. Voilà. Autant de politique éducative qu'il refuse à l'éducation nationale, et qui a d'ailleurs contribué à détruire l'ascenseur social. Donc les Français ont un sentiment d'injustice profondément terrible. Moi, j'ai fait le choix du privé, en effet, mais ma cohérence veut que cette réussite du privé à certains égards, qui a en effet des chiffres de réussite sur les différents examens brevet, baccalauréat plus importants, avec des méthodes spécifiques, je veux pouvoir les appliquer au public. Donc je ne veux qu'il n'y ait pas de discrimination. Sans doute que la ministre également, ou alors vous lui faites un procès d'intention qui est de dire peut-être qu'elle ne veut pas réparer ce qui ne va pas dans le public. On verra ce qu'il en est. Jusqu'ici, une fois de plus, après 7 ans d'exercice de pouvoir d'Emmanuel Macron, j'ai vu plutôt des embardés sur le sujet, une fois de plus, avec des ministres qui n'avaient pas du tout les mêmes visions, et à la fin, pas grand-chose qui se soit passé. Moi, ce que je crois fondamentalement d'ailleurs, que si nous sommes dans une situation sur l'éducation nationale, c'est parce qu'évidemment, on n'a pas des ministres là où ils doivent être, et on n'a pas fait les réformes nécessaires, mais c'est aussi parce que l'éducation nationale est, selon moi, en situation quasi monopolistique, tenue par une administration de gauche
et une partie d'ailleurs, disons-le, d'un grand syndicalisme de gauche au sein des enseignants. Donc c'est ça le vrai défi de la ministre Amélie Oudéa-Castéra? Je crois qu'il y a deux sujets. Il y a évidemment la réforme de l'éducation nationale, la fin du collège unique par exemple, on pourrait développer, mais aussi, me semble-t-il, une bulle d'oxygène donnée au privé, la possibilité d'ouvrir davantage de classes. Aujourd'hui, les ouvertures sont très contraintes. La possibilité, par exemple, pour les collectivités de financer les écoles hors contrat ou de pouvoir toucher la taxe d'apprentissage. C'est pas le cas aujourd'hui. Sachez-le, des dispositifs qui aujourd'hui ne sont pas accordés, par exemple, aux écoles hors contrat, comme le financement des AVS qui accompagnent les enfants handicapés dans ces écoles. De ces écoles. Voilà, tout à fait. Donc, moi, je crois qu'il y a un certain nombre de mesures aujourd'hui pour ouvrir la concurrence au sein de l'éducation nationale et ainsi forcer l'éducation nationale à faire son droit d'entrée. Ça, c'est la feuille de route que vous souhaitez. Mais la petite condition, et j'en finis par là, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait discrimination par l'argent. Donc, il faudrait mettre en place, et ça, c'est un point de vue très personnel, un chèque éducation ou une défiscalisation pour le coût que représentent ces écoles pour les Français qui évidemment travaillent. Ce sont des débuts en tous les cas pour le moins compliqués pour cette ministre et ce sont des débuts sous les feux des projecteurs pour la ministre de la Culture, Rachida Dati. Hier, le président des LR, Éric Ciotti, a affirmé que la politique n'était pas la Starac, on n'y entre pas, on n'y sort pas comme ça. François Baroin a dénoncé le manque de lucidité de Rachida Dati qui serait montée sur le Titanic et avec le sourire. Est-ce que vous pensez, Marion Maréchal, que Rachida Dati va faire du Dati ou qu'elle va se fondre dans ce gouvernement? Moi, la conclusion que j'en tire définitivement, je le savais, c'est que maintenant, voter LR, c'est donc voter pour les futurs ministres d'Emmanuel Macron. Parce qu'on parle de Rachida Dati, qui est la dernière prise, si je puis dire, côté LR, mais la moitié du gouvernement, près de 8 ministres de mémoire, viennent des LR. Et je vous l'annonce, ça n'est pas fini. Parce qu'au lendemain des Européennes, je prends date avec vous, les 3/4 de l'état-major des Républicains rejoindront la Macronie. Ça n'est évidemment qu'une question de temps. Je ne m'attends pas à grand-chose parce que j'ai regardé la première interview de Rachida Dati. Dans le Parisien. Dans le Parisien, tout à fait, où j'ai vu une interview que j'aurais pu entendre de la part du ministre de l'Éducation de gauche. Donc une femme qui nous explique... Venant d'une femme de droite. Ah bah, vous savez... Aux dernières nouvelles, Rachida Dati est une femme de droite comme vous. Vous savez, c'est pas forcément les cartes d'adhésion des partis qui font les positionnements, ce sont les actes et ce sont les paroles. Moi, j'ai vu une femme dans cette interview, j'invite les téléspectateurs à aller lire cette interview, qui explique qu'il n'y a pas de vote communautaire dans le banlieue, qui explique qu'elle va sanctuariser et défendre le budget de l'audiovisuel public, 4 milliards. Moi, je suis plutôt pour le réduire et privatiser une partie de l'audiovisuel public, qui défend le régime des intermittents du spectacle, que moi, je considère aujourd'hui illégitime, qui explique le rôle central de Marion Maréchal, comment lutter contre les cris d'orfraie de la gauche, pardonnez-moi, parce que faire passer Rachida Dati pour une femme de gauche, voire même à l'extrême gauche, non, mais je dis pas une femme, je constate que, en tout cas, la ligne conductrice en tant que ministre de la Culture, c'est des propos, c'est des axes que j'aurais pu retrouver dans une interview. Parce qu'elle a quand même des lignes ou des positions parfois, entre guillemets, conservatrices, comme Catherine Vautrin. De femmes de gauche. Voilà, c'est tout sur là-dessus. Donc après, on verra les actes. C'est toujours pareil. Moi, ce que je crois, c'est qu'on est face simplement à un débauchage de calcul. Il y a eu, tout le monde le dit, on a compris, il y a eu un accord sur la ville de Paris. Très bien. On a vu les propos passés de Rachida Dati sur la Macronie, qui était celle des traîtres. Je pense que tout ça contribue à dégoûter les Français. Et une fois de plus, moi, c'est ce que j'ai envie de dire à l'électeur LR, qu'il doit se poser une seule question, c'est que est-ce qu'il a envie, en continuant de voter pour ce parti, de continuer d'alimenter le banc des remplaçants de la Macronie? C'est une vraie question, parce que c'est la tectonique politique des plaques. Hier, Jordan Bardella, à l'occasion de ses vœux, a appelé justement les sympathisants LR à rejoindre le Rassemblement national. Et Éric Zemmour, lors du grand rendez-vous Europe 1 CNews des Échos, a appelé ces mêmes sympathisants à rejoindre Reconquête. Mais j'allais dire, quel est l'intérêt des sympathisants LR à rejoindre Reconquête plutôt que les RN? Il y a la ligne politique. La ligne politique, tout simplement, il ne suffit pas d'appeler. Encore faut-il pouvoir répondre à cet électorat orphelin. Il me semble que ces Français de droite ont des attentes fortes sur les questions identitaires, bien évidemment, mais aussi sur les sujets économiques. Ils attendent une économie de droite qui soit responsable sur le plan budgétaire. C'est ça, pardonnez-moi, votre grande différence avec le Rassemblement national? C'est l'une des grandes différences. On a quelques exemples récents, notamment dans l'actualité parlementaire. On sait que le Rassemblement national, par exemple, a refusé de voter des durcissements de conditions d'accès au RSA en demandant des activités aux personnes qui les touchent. Nous y sommes favorables. On sait que le RN est peu ou prou, c'est assez fluctuant pour la retraite à 60 ans. Nous étions pour une réforme, pas forcément celle d'Emmanuel Macron, mais une réforme des retraites qui nous apparaissait indispensable pour sauver ce système. Le RN refuse de baisser les dépenses sociales dans ce pays. Nous, au contraire, nous voulons lutter contre l'assistanat. Une autre différence qui n'est pas que symbolique, le RN défend un délai de carence
pour les étrangers qui toucheraient les aides sociales non contributives, nous considérons qu'il n'y a pas un délai de carence, c'est qu'il faut réserver exclusivement ces aides aux Français. Donc il y a des différences. Et sur les sujets économiques, en effet, notamment, je pense que ces électeurs de droite retrouveront davantage ce qu'ils attendent chez Reconquête qu'au Rassemblement national. Maintenant, la campagne, je l'espère, révélera ça dans les mois à venir. Dans un tel contexte, évidemment, ces élections européennes sont un rendez-vous important, voire essentiel pour les Français. Hier, Éric Ciotti a désigné sa tête de liste LR sans surprise, François-Xavier Bellamy. D'ailleurs, comment, on va arriver à l'essentiel, c'est la bataille des idées, mais comment vous qualifiez cet adversaire politique dont vous partagez malgré tout de nombreuses idées? Oui, sur le plan personnel avec François-Xavier Bellamy, mais comment je le qualifierais? Incohérent. Incohérent parce que je ne comprends pas aujourd'hui comment il peut rester chez les Républicains au regard de ce qu'il dit penser. Je ne comprends pas comment il a pu soutenir Valérie Pécresse jusqu'à la dernière minute qui a appelé à voter Emmanuel Macron à 20h02. Je ne comprends pas comment il peut être aujourd'hui la tête de liste d'un parti qui, je le rappelle, dans les régions, les départements, siège aujourd'hui avec les élus macronistes. C'est le cas des élus ciotistes en Provence-Alpes-Côte d'Azur, par exemple, qui, au niveau national... Les LR ne sont pas un parti d'opposition. Les LR, dans la plupart des collectivités territoriales, je prends l'exemple de la PACA, on a bien d'autres, siègent aujourd'hui avec les élus macronistes dans ces majorités. Ça s'appelle une opposition qui n'est pas pavlovienne ni systématique. Ah non, c'est pas une opposition. Ils votent l'intégralité ensemble et ils sont dans les mêmes majorités. C'est vrai au niveau local, au niveau européen, Monsieur Bellamy ainsi que son groupe siègent dans un groupe qui s'appelle le PPE, qui est allié au groupe Renew des macronistes, qui est allié aux écologistes et aux socialistes et qui votent, entre autres choses, je tiens à vous le dire quand même, pour la facilitation de l'installation des mères porteuses en Europe, qui votent pour des traités de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Pardonnez-moi, le continuum entre François-Xavier Bellamy et cette idée est quand même assez audacieuse. Non mais, une fois de plus, c'est l'incohérence. C'est-à-dire que François-Xavier Bellamy a des prises de position personnelles, mais je constate que son groupe ne vote pas comme lui, que le groupe auquel il appartient au Parlement européen ne vote pas pour lui, qu'il est aujourd'hui donc de fait, malgré lui, le candidat de Valérie Pécresse, de Gérard Larcher et d'un certain nombre d'autres personnes. Et donc je ne vois pas la cohérence. Voilà, je vous le dis tout simplement, et je pense qu'il le sait. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler et de le dire publiquement. Je ne comprends pas aujourd'hui comment il peut accepter d'être le porte-voix des Républicains et donc d'être le porte-voix, j'ai envie de dire, l'écran de fumée finalement, alors même que au lendemain des Européennes, une fois de plus, je prends date avec vous, les Républicains se fondront totalement dans la Macronie. C'est une question de temps. En tous les cas, au-delà des enjeux d'image de Gabriel Attal ou de Jordan Bardella et la jeunesse que vous avez tous en commun, et vous avez dit ces derniers jours, et je crois qu'on est tous d'accord qu'elle passe assez vite, l'important pour les Français, ce sont les idées. Selon vous, Marion Maréchal, qu'est-ce qui va se jouer lors de ce scrutin des Européennes ? Un potentiel changement de rapport de force au Parlement européen. C'est-à-dire que ça n'est pas neutre. L'enjeu aujourd'hui qui se dessine, c'est que le groupe des conservateurs auquel nous aspirons de participer, dans lequel vous retrouverez demain Orban et dans lequel se trouvent déjà par exemple les Italiens de Fratelli d'Italia, mais aussi les Suédois, les Finlandais qui sont aujourd'hui au gouvernement ou proches du gouvernement, c'est que ce groupe puisse passer devant le groupe Renew de Macron. C'est là où se joue le duel. Et si ce groupe des conservateurs, et nous pouvons y contribuer avec nos quelques députés, je l'espère demain, puisse passer devant, ça veut dire que le rapport de force politique change. Ça veut dire que donc, le Parlement est tiré vers la droite et non plus vers le centre. Concrètement, ça veut dire qu'on peut des Français en particulier potentiellement changer la présidence de la Commission et donc changer la ligne politique. Et c'est-à-dire que cette ligne politique de Mme von der Leyen, dont la majorité, je le rappelle une fois de plus, est composée aussi du groupe des LR. Je vous en ai parlé à l'instant, qui met en place le Green Deal, qui vote des traités de libre-échange, qui met en place la répartition des migrants, qui refuse de réformer le droit d'asile, nous pourrions agir sur cela. Et donc c'est tout à fait fondamental dans le quotidien des Français. Et une fois de plus, il n'y aura pas de réponse, c'est important que les Français le sachent, et ils le savent déjà d'ailleurs, il n'y aura pas de réponse efficace à l'immigration si nous n'avons qu'une réponse nationale. La réponse nationale est prioritaire et essentielle, mais elle doit aussi être complétée par une réponse européenne. Vous avez démarré, Marion Maréchal, personnellement votre campagne assez tôt, cela fait déjà quelques semaines, voire quelques mois. Gabriel Attal, on le sait, va s'impliquer dans cette campagne des Européennes. Jordan Bardella vole ou survole les sondages. François-Xavier Bellamy va tout faire pour rattraper son retard. Et vous, est-ce que vous allez adapter, ajuster votre stratégie ? La stratégie, vous savez, c'est déjà de parler aux Français, de faire connaître notre ligne. Nous sommes un jeune mouvement. Moi, je suis heureuse de constater que dans le dernier sondage, nous sommes donnés à 7%. 7%, c'est 7 députés européens. Je rappelle que les élections européennes, c'est un scrutin proportionnel à un tour. Donc, un point égale un député européen. Donc, notre chance, c'est que si nos électeurs, ceux qui nous font confiance, se lèvent le matin, vont voter, ils auront des élus. Et ils auront des élus qui pourront, comme je vous le dis, contribuer à la recomposition de la majorité. Vous avez un objectif, justement, à ce sujet ? Je ne me fixe pas d'objectif chiffré. Nous voulons des élus. Vous en avez certainement en tête, mais vous ne voulez pas vous
vous liez pieds et poings liés en le disant ce matin. Des élus. Je pense que c'est le premier objectif raisonnable qu'on peut se donner et qui, à l'heure actuelle, peut être atteint. Maintenant, il reste 5 mois de campagne. Attention, gardons-nous des jugements définitifs parce que beaucoup de choses peuvent encore changer et je crois que les Français peuvent trouver en Reconquête une voie, notamment pour les Français de droite aujourd'hui orphelins. Dernière question, elle est importante. Les Européennes vont en grande partie se jouer sur le sujet de l'immigration. En Europe et plus singulièrement en France, Marion Maréchal, certains pensent que l'immigration peut venir désormais résoudre la crise de la natalité. Vous avez vu ces chiffres inquiétants, véritablement. Que répondez-vous à l'argument justement de l'immigration C'est pas certains par rapport à la pensent, crise de c'est natalité. la quasi-intégralité de nos gouvernants depuis 30 ans pensent cela et organisent cela d'ailleurs. Ils détricotent méthodiquement l'ensemble de la politique familiale, en particulier sous François Hollande, qui avait fait l'exception française. Et en parallèle de ça, ils font venir une immigration de masse en substitut. Moi, je m'oppose totalement à cette vision. Je considère aujourd'hui que le coût de l'immigration est beaucoup trop lourd sur le plan culturel, identitaire, sécuritaire et même économique. Et donc, la seule solution, c'est de reconstruire une politique familiale et donc d'accompagnement des familles. C'est long, mais enfin, on trouve beaucoup d'argent quand il s'agit de faire de la transition écologique. J'aimerais qu'on en trouve pour faire de la transition démographique, parce que ça, c'est un enjeu vital. Et c'est un enjeu d'autant plus vital, je le dis, excusez-moi, très crûment, que demain, le peuple historique français pourrait être minoritaire sur son propre sol, du fait de l'immigration et de l'évolution démographique de l'immigration sur le sol français. Et donc, le jour où ce peuple historique est minoritaire sur le sol, la France ne sera plus la France. Merci Marion Maréchal. Vous serez devant votre poste de télévision ce soir ? Ah bah oui, quand même, par responsabilité professionnelle. Pas par plaisir. Merci à vous, c'était votre grande interview ce matin sur Europe 1 et CNews et à bientôt.